Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Habituellement, quand on décide de planifier des vacances en mer, on fait souvent face à un dilemme. C'est un peu comme choisir un restaurant pour une grande occasion. Ouais, c'est une super bonne comparaison. Ben, tu sais, d'un côté du spectre, on a ces immenses buffets tout inclus. C'est hyper bruyant, l'ambiance est frénétique. Il y a des files d'attente pour à peu près tout. Mais c'est rempli d'activités, là. Exactement, c'est truffé d'activités. Mais de l'autre côté, on trouve la table 3 étoiles Michelin extrêmement guindée. Le genre d'endroit où le protocole est vraiment lourd. C'est ça. Le service est presque intimidant et honnêtement, l'addition demande pratiquement de liquider ses REER. Ah oui, ça coûte une fortune. Fait qu'au milieu de tout ça, il y a une option souvent méconnue. C'est ce que j'appellerais le bistrot haut de gamme. J'aime beaucoup cette image-là. Ce fameux repère d'habitués, incroyablement raffiné, avec une nourriture spectaculaire, mais sans la moindre prétention. On y entre, on s'y sent bien et on veut juste y retourner. Écoute, c'est une métaphore qui tombe vraiment pile. Et dans l'industrie très segmentée des croisières, ce bistrot haut de gamme, c'est exactement l'espace qu'Oceania Cruises a décidé d'occuper. Et de façon presque obsessionnelle, je te dirais. Ah ouais? Absolument. On parle ici du segment premium supérieur, ce qui est souvent qualifié dans le jargon de l'industrie de luxury light, donc un luxe léger. Fait que pour comprendre comment une ligne de croisière réussit à remplir ses navires, sans installer de montagnes russes sur le pont supérieur, on plonge aujourd'hui dans une analyse fascinante. Oui, une plongée très détaillée. On s'appuie sur un guide hyper complet rédigé en avril 2026 par Yvan Junior Blanchette. Il est spécialiste chez Aéria Voyage. Un excellent document d'ailleurs. Vraiment. Et en lisant ça, ce qui m'a frappé, c'est que leur positionnement, c'est pas juste un slogan de brochure. C'est vraiment toute une architecture d'entreprise. C'est ça, c'est une identité institutionnelle qui est cultivée depuis plus de 20 ans. C'est pas rien, 20 ans. Non, c'est énorme. L'approche d'Oceania repose sur une prémisse qui est assez radicale pour l'industrie. Ils ont parié que si on investit massivement dans la gastronomie et dans l'immersion à destination, on peut complètement laisser tomber la course au divertissement tape à l'œil. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Parce que avant de parler de ce qu'on trouve dans l'assiette, il faut regarder l'espace physique. L'environnement, oui. L'ambiance d'un bistrot, ça passe beaucoup par l'intimité. Et le document d'Yvan Junior décrit ça comme une atmosphère décontractée façon country club. C'est le terme parfait. C'est élégant, oui, mais il n'y a pas besoin de traîner un smoking dans ses valises. Exact. Pas de soirée de gala obligatoire où tout le monde est en pingouin. Mais le défi, c'est que cette ambiance doit survivre à travers 4 générations de navires très différentes. Et c'est là que ça se corse techniquement. Oui, parce qu'on part de la classe Air. Ce sont des navires comme l'Insignia ou le Regatta, avec 684 passagers sans ces petits. C'est très agile, idéal pour les petits ports. Ensuite, on monte avec la classe Oceania à 1250 passagers. Puis la classe Allura à 1200 passagers avec uniquement des cabines à véranda. Aucune cabine intérieure, ce qui est quand même rare. C'est fou. Et là, on s'en va vers la classe Sonata, qui est prévue pour août 2027. Et ça va frôler les 1400 passagers. Faites mathématiquement, comment on maintient une ambiance de petit club privé quand on double pratiquement le nombre de personnes à bord? Écoute, c'est ce qu'on pourrait penser au premier abord, non? Que plus de monde égale inévitablement une perte d'intimité. Mais c'est la logique de base. Mais la mécanique de l'architecture navale moderne vient contredire ça. Le vrai secret, c'est pas le nombre absolu de passagers. OK, c'est quoi alors? C'est le ratio d'espace par passager, ce qu'on appelle souvent le tonnage brut par invité dans le milieu. Attends. Donc, ils construisent des navires beaucoup plus volumineux, mais ils refusent de les remplir au maximum de leur capacité. Exactement. Quand Oceania passe d'un navire de 600 à un navire de 1300 passagers, l'empreinte physique du navire augmente de façon disproportionnée par rapport au nombre de lits.
Ah, je comprends. Fait qu'au lieu d'empiler des cabines génératrices de revenus, ils allouent cet espace supplémentaire aux aires communes. Et comme ils ne mettent pas de parc aquatique, Voilà. Comme la compagnie refuse catégoriquement d'installer des infrastructures massives, genre des glissades d'eau géantes ou des pistes de karting, tout cet espace de pont est récupéré pour faire quoi? pour créer des cocons de tranquillité. Des bibliothèques beaucoup plus grandes, des salons d'observation spacieux, des grandes terrasses. Le résultat, c'est que la dispersion des passagers est tellement bien pensée qu'on n'a jamais l'impression de faire partie d'une foule. C'est super ingénieux. Et justement, cette absence d'installation extravagante, ça m'amène à une décision qui a fait pas mal de bruit récemment. Oh oui, je sais de quoi tu vas parler. Depuis le 7 janvier 2026, Océania est devenue officiellement une ligne 100% réservée aux adultes. Terminé, les enfants de moins de 18 ans à bord. C'est un grand changement de cap. L'ambiance autour de la piscine s'apparente désormais à celle d'un centre de villégiature très paisible. Et leurs divertissements sont classés sous des thèmes précis. Enrichir, divertir, détendre et connecter. Oui, on est très loin de l'animation de club de vacances. On parle de conférences pointues, pas de spectacle de mascotte. Mais là, je dois faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Dans une industrie du tourisme qui carbure vraiment aux vacances multigénérationnelles, bannir purement et simplement les enfants, c'est pas un peu un suicide commercial? C'est une excellente question. Ou à tout le moins, le meilleur moyen de se donner une image de club de retraités super guindé. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est un risque perçu, oui, mais d'un point de vue stratégique, c'est de l'orfèvrerie. Vraiment. Totalement. En marketing, essayer d'accommoder tout le monde, c'est la recette parfaite pour diluer son produit. Et au final, tu ne satisfais personne. C'est exactement ça. Ce que fait Océania, avec cette exclusion, c'est en fait une inclusion extrêmement forte de son marché cible. Fait qu'il filtre à l'entrée pour protéger l'expérience de ceux qui sont déjà à l'intérieur. Voilà. On parle de voyageurs très expérimentés. Le guide mentionne qu'ils sont généralement dans la tranche des 55 à 75 ans. OK, la démographie est claire. Et ce sont des gens qui ont souvent déjà fait les croisières familiales super trépidantes dans leur trentaine ou quarantaine. Ils ont donné, comme on dit. C'est ça. Aujourd'hui, ils valorisent la tranquillité absolue. Ils veulent lire un roman sur un transat sans entendre des cris dans la piscine. Ce qui est très légitime. Ou ils veulent avoir une conversation soutenue autour d'un bon vin, sans être interrompus. En assumant publiquement cette politique du 18 ans et plus, Océania ne s'isole pas. Elle consolide son identité. Exact. Elle envoie un signal très clair. Votre sanctuaire de calme est ici et il est garanti. C'est fort. Et quand on élimine le bruit, les glissades d'eau et toutes ces distractions frénétiques, l'attention se tourne inévitablement vers la véritable star du spectacle chez eux. La gastronomie. La gastronomie. Ils ont carrément enregistré la marque de commerce The Finest Cuisine at Sea, la meilleure cuisine en mer. C'est audacieux comme promesse. Et le rapport d'Eria Voyage insiste lourdement là-dessus. Ce n'est pas juste un département pour eux, c'est littéralement l'épine dorsale de la compagnie, non? C'est viscéral chez eux. Et l'héritage institutionnel commence assez tôt, en 2003, quand ils ont fait appel au chef Jacques Pépin pour devenir directeur culinaire exécutif. Jacques Pépin. On parle quand même de l'auteur de 30 livres de cuisine. Oui, l'animateur légendaire sur PBS aux États-Unis. Et l'ancien chef personnel de Charles de Gaulle. Amener un nom comme ça dans le monde des croisières qui était vraiment perçu à l'époque comme le royaume du buffet industriel tiède, c'est un coup de maître. Un coup de génie qui a défini tous leurs standards. Pépin n'a pas juste collé son nom sur un menu pour faire joli. Non, il s'est impliqué... Totalement. Il a structuré la philosophie, le recrutement, les techniques. Et cette obsession technique-là, elle perdure aujourd'hui avec les chefs Alexis Caretti et Éric Barral à la barre. Oui, j'ai vu ça dans le document. Et le point fondamental ici, c'est que ces deux chefs-là sont des membres intronisés des maîtres cuisiniers de France. Le fameux acronyme MCF. C'est ça. Pour ceux qui connaissent moins, c'est un peu l'équivalent d'une société secrète extrêmement sélecte dans la haute gastronomie, c'est bien ça. C'est le summum de la préservation de la technique française. C'est hyper rigoureux. Et Océania est littéralement la seule ligne de croisière au monde dont la direction culinaire est assurée par 2 de ses maîtres. C'est impressionnant. Mais c'est là que ma logique bloque un peu. Qu'est-ce qui te chicote? Avoir des écussons prestigieux sur une veste de chef, c'est magnifique sur papier. Mais comment on traduit cette haute voltige culinaire pour 1200 personnes à chaque repas? C'est le grand défi. Nourrir tout ce monde-là avec une qualité gastronomique, c'est comme essayer de diriger un orchestre symphonique où chaque musicien devrait jouer un solo parfait en même temps. Très belle image. Sur beaucoup de grands paquebots, c'est presque un problème mathématique d'usine.
Il faut sortir 3000 plats en 60 minutes. Ouais, ça implique de la cuisson en gros lot, des plats gardés au chaud, dans des chariots. Exactement. Fait que comment Oceania fait pour maintenir un standard de restaurant étoilé à cette échelle-là? La réponse se trouve dans ce qu'on appelle la logistique des cuisines, ou les GALI en termes maritimes. OK. Au lieu d'adopter un modèle de production de type push, où l'on cuisine d'avance en espérant écouler les plats, Oceania utilise un modèle pull. c'est ça, on cuisine à la minute sur commande. Attends, pour plus de 1000 personnes. Mais ça demande une organisation militaire, ça. Fait que oui, ça demande une organisation de fou, mais ça demande surtout de l'espace et du personnel. Ils ont plus de cuisiniers. Énormément plus. Le ratio de cuisiniers par passager est nettement plus élevé que la moyenne de l'industrie. Et en plus, la surface allouée aux cuisines sur leur navire est immense. Ce qui est un enjeu sur un bateau. Ben oui! Sur un bateau, chaque mètre carré donné à une cuisine, c'est un mètre carré qui ne génère pas de revenus par la vente de cabines. Ah, c'est un sacrifice financier direct. Un sacrifice énorme assumé par la direction, tout ça pour garantir que le tartare de bœuf soit coupé au couteau à la dernière seconde, Ou que les légumes soient frais. que les ingrédients achetés le matin même dans un port local soient traités avec respect, oui. Ça nous amène directement à l'expérience concrète du passager. Parlons un peu des restaurants inclus et de ce qui s'en vient avec le navire Sonata en 2027. Le fameux Sonata Parce qu'on le sait, dans l'industrie, le modèle classique est souvent d'avoir une salle à manger correcte, sans plus. est d'attirer les gens vers des restaurants de spécialité payants. C'est ça, où il faut lâcher 50 ou 100 $ de plus par personne à chaque fois. C'est le modèle d'affaires standard. Mais l'avantage concurrentiel majeur d'Oceania, c'est que tous ces restaurants de spécialité sont inclus dans le prix initial. Pas de frais de réservation, pas de supplément. C'est un changement de paradigme complet pour quiconque compare les offres sur le marché. Pour donner une idée de la variété aux gens qui nous écoutent, on a The Grand Dining Room. Leur menu pivote chaque jour pour refléter la région visitée. Oui, très inspiré des destinations. Ensuite, on a le restaurant Jacques, qui célèbre les classiques de Pépin. Pensez aux véritables crêpes Suzette. Un classique indémodable. Il y a le Polo Grill. Ça, c'est un vrai steakhouse haut de gamme avec des viandes maturées. Le Toscana, avec des pâtes artisanales faites sur place. Leurs pâtes sont incroyables. Le Red Ginger, qui offre une cuisine panasiatique super audacieuse. Et même Aquamar Kitchen pour des options orientées sur le bien-être, conçues avec de vraies réflexions nutritionnelles. C'est très complet. Et sans oublier ce qui est annoncé pour 2027. Oui, parle-moi du Sonata. Ah, là, ils poussent le concept encore plus loin. Ils vont inaugurer la table par maître cuisinier de France. OK, le nom le dit. C'est un restaurant hyper exclusif de seulement 18 places. Et ce sera le seul établissement certifié MCF en mer. Wow, 18 places seulement. Oui. Il lance aussi le Nikkei Kitchen, qui va explorer la fusion péruvienne et japonaise. Ah, la cuisine Nikkei, c'est délicieux. Mais c'est un défi technique énorme en mer, puisqu'il exige un approvisionnement en poissons frais d'une qualité absolue, et ce, à travers le monde. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Arrêtons-nous une seconde sur cette dynamique. OK. C'est un restaurant exceptionnel de 18 places ou un steakhouse très couru comme le Polo Grill est totalement gratuit. Comment on gère l'engouement? C'est la question qui tue. Est-ce que ça crée pas instantanément ce qu'on appelle un effet de rareté? Le fameux scarcity mindset, où les passagers paniquent et se battent pour réserver dès le premier jour de peur de tout manquer. Ben, écoute, la psychologie derrière leur gestion de l'affluence est super fascinante. L'analogie que je ferais, c'est si vous avez une seule oasis dans le désert, tout le monde va s'y ruer. C'est clair. Mais si vous avez de l'eau partout, la panique disparaît complètement. Ah, l'abondance calme le jeu. Chez Oceania, la qualité de la salle à manger principale de Grand Dining Room rivalise déjà avec d'excellents restaurants en terre. Fait que les passagers réalisent très vite qu'ils n'ont pas besoin de fuir la salle principale pour bien manger. Fait que cette excellence repartie uniformément élimine l'urgence psychologique. Exactement. La demande se disperse naturellement, de manière très organique à travers toutes les options du navire. C'est vraiment brillant. Et pour les voyageurs qui ne veulent pas juste déguster, mais aussi comprendre ce qu'ils mangent, le document source met en lumière le centre culinaire. Oui, qui est disponible sur le Marina et le Riviera. C'est pas une simple démonstration depuis un gradin, hein? C'est une véritable école de cuisine en mer, avec des postes individuels. C'est le passage d'un divertissement passif à un enrichissement actif. Au lieu de regarder quelqu'un cuisiner à la télé, vous avez les mains dans la farine. Et ce qui est particulièrement intelligent, je trouve, c'est la synchronisation avec l'itinéraire du navire. Ah oui, l'intégration est parfaite. Par exemple, on apprend à maîtriser les épices asiatiques juste avant d'accoster en Thaïlande.
où on suit un cours sur les techniques de pâte traditionnelles pendant qu'on longe la côte amalfitaine en Italie. C'est magique. Ils proposent même des expériences qu'ils appellent du marché à la table. Les passagers partent en ville, dans un marché local, accompagnés par le chef du navire. Pour négocier des ingrédients frais. C'est ça, avant de revenir les cuisiner à bord. Même si cette activité spécifique demande un supplément, c'est d'une logique implacable. Au lieu de vendre de banals souvenirs dans une boutique, ils vendent des compétences. Ben c'est ça, on ramène littéralement la destination dans notre propre répertoire de recettes à la maison. C'est le meilleur souvenir possible. Mais si on relie ça, la situation dans son ensemble, ça illustre parfaitement la philosophie profonde de la marque. Une volonté d'immersion totale pour le passager. Mais pour que cette immersion fonctionne, que ce soit pour magasiner dans un marché local ou dîner dans une petite trattoria le soir, ça prend une chose essentielle. Du temps acquis. Du temps. C'est un point crucial. L'approche de Oceania par rapport aux destinations, c'est d'allonger les séjours au port. Fini le classique, on arrive à 8 heures, on repart à 16 heures. Exact. On parle souvent de nuits complètes à quai dans les grandes villes. En plus, avec leurs navires plus petits, comme la classe R, ils peuvent entrer dans des petits ports inaccessibles aux méga-paquebots. Ça ouvre des horizons complètement différents. La collection 2026 offre des itinéraires incroyables en Méditerranée, dans les pays baltes, en Scandinavie, en Alaska, et même chez nous, dans l'Est du Canada. Oui, avec des arrêts à Montréal. Et jusqu'à Havre-Saint-Pierre. Ces temps supplémentaires, ça change l'ADN même du voyage. La fameuse course contre la montre pour ne pas rater le bateau s'évapore. C'est tellement stressant d'habitude. Ben oui. Là, tu peux voir l'architecture d'une ville balte s'illuminer à la tombée de la nuit. Ou expérimenter la vraie culture de soirée espagnole, genre manger des tapas à 22 heures sans regarder frénétiquement ta montre. Mais évidemment, toute cette qualité, cet espace, ce temps, ça soulève la grande question budgétaire. L'éléphant dans la pièce. L'industrie de la croisière est réputée pour ses prix d'appel trompeurs, le fameux tarif de base où la facture finale double une fois à bord à cause des extras. C'est la bête noire des voyageurs. Pour contrer ça, Oceania a lancé le forfait « Votre monde inclus », « Your World Included » en anglais. C'est leur réponse à la fatigue décisionnelle. Et ça couvre quoi exactement en pratique? On a mentionné les restaurants de spécialité, mais ça inclut aussi le Wi-Fi limité. Indispensable aujourd'hui. Les pourboires pour le personnel, ce qui est un soulagement énorme à mon avis. Ah oui, fini les enveloppes à la fin du voyage. Les breuvages de spécialité comme les cafés de barista et les jus pressés à froid. Les cours de conditionnement physique, les repas servis dans les suites et même le service de buanderie. C'est quand même très exhaustif. Bien sûr, pour être transparent, il y a des exclusions, les spiritueux et les vins haut de gamme, les soins au spa, les fameux cours au centre culinaire et les excursions à terre ne sont pas couverts. Faut bien garder quelques extras. Le guide d'Aéria Voyage suggère de prévoir entre 75 et 125 $ par jour pour ces éléments-là. Mais d'un point de vue d'économie comportementale, c'est libérateur cette structure-là, non? Totalement. C'est ce qu'on appelle la réduction de la friction cognitive. La friction cognitive? Ouais, quand on doit évaluer mentalement le coût de chaque petit cappuccino ou se demander si laisser un pourboire de plus est nécessaire à chaque bar, le cerveau reste en mode calcul. Et pas en mode vacances? C'est ça. En englobant tous les éléments de la vie quotidienne de base dans le tarif, Oceania enlève cette charge mentale-là. Même si c'est pas un tout inclus absolu comme sur les lignes Ultraluxe? Exact. L'effet psychologique de détente est immédiat. On ne se sent plus harcelé ou sollicité à chaque coin de couloir pour acheter un forfait boisson. Cela soulève une question importante, par contre. Laquelle? Ce qui nous amène à la conclusion naturelle de cette analyse, en tenant compte de tout ça, l'ambiance adulte, le focus obsessionnel sur la nourriture, le rythme plus lent, à qui s'adresse réellement Oceania? C'est pas pour tout le monde, c'est certain. Et surtout, comment ça se compare aux alternatives sur le marché? L'analyse de M. Blanchette offre quelques repères super utiles. Si on regarde Viking Ocean, par exemple, le profil des passagers et la taille des navires sont très similaires. Oui, Viking est un concurrent direct très fort. Mais leur angle d'attaque diffère. Viking est intensément axé sur l'enrichissement intellectuel par l'histoire et la culture. Des conférences, tout ça? Oui, on y trouve des historiens résidents, des conférences approfondies, dans un cadre au design scandinave très épuré. Et pour la nourriture? Leur offre culinaire est très solide, attention, mais elle n'atteint pas l'obsession d'Oceania. Fait que si la priorité absolue d'un voyageur,
intéressé de comprendre l'histoire géopolitique d'une région, Viking est un choix fantastique. Mais si c'est de découvrir une culture par son terroir et ses saveurs, c'est Oceania qui prend l'avantage haut la main. OK. Ensuite, il y a Regent Seven Seas. Là, on change de catégorie. Là, on entre dans le domaine de l'ultra-luxe ostentatoire. C'est un modèle véritablement tout inclus qui couvre même les excursions à terre. Mais la barrière à l'entrée financière est massivement plus élevée. C'est ça. Et enfin, on a Silver Sea, qui est réputé pour ses navires d'expédition incroyables et son service de majordome très protocolaire. Oui, les gants blancs et tout. Mais qui navigue aussi dans des eaux tarifaires bien supérieures à Oceania. C'est un autre budget. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire si quelqu'un écoute ceci en ce moment, en hésitant entre ces lignes? Quel est l'élément déclencheur qui devrait faire pencher la balance vers Oceania? Le filtre décisif, vraiment, c'est l'importance centrale que l'on accorde à la table. Le profil type, c'est l'épicurien dans l'âme. Le fameux foodie. Exactement. C'est ce voyageur expérimenté, souvent dans la cinquantaine avancée ou plus, qui a fait ses armes sur des lignes premium classiques comme Holland America ou Celebrity. Il veut le niveau supérieur. Oui, il veut passer à un niveau de raffinement supérieur sans pour autant vouloir subventionner un luxe ostentatoire ou des majordomes. Et pour les voyageurs en solo? C'est un environnement idéal. Les gens qui recherchent une sociabilité naturelle s'y retrouvent. Partager un cours de cuisine ou une grande table au Red Ginger, ça crée des liens organiques sans la pression des activités de groupe forcées. Fait que, en somme, si le meilleur souvenir qu'on peut espérer ramener d'un voyage, c'est la réminiscence d'un repas exceptionnel partagé après une longue journée de découverte. C'est Oceania qu'il faut choisir. C'est leur maîtrise absolue. Oceania réussit donc ce tour de force d'agir comme un pont parfaitement calibré entre l'effervescence du marché premium et les sphères raréfiées de l'ultraluxe. Tout en se concentrant sur ce qui compte vraiment pour leur clientèle. Ils ont compris que l'essentiel n'était pas d'en offrir plus en quantité, mais d'offrir l'exceptionnel avec constance. C'est exactement ça le secret de leur rétention. Les clients reviennent. Ben écoute, ça me mène à une dernière réflexion un peu philosophique peut-être, à ruminer pour quiconque nous écoute. Je t'écoute? On parlait au début de cette différence entre les parcs d'attractions flottants et ce fameux bistrot haut de gamme. Oui. Si une compagnie de croisière réussit à prouver année après année qu'elle peut prospérer avec un environnement d'une grande tranquillité. Dénué de la moindre glissade d'eau ou attraction tapageuse. Exactement. Simplement en perfectionnant l'art de bien manger et en accordant du temps dans les ports. Est-ce que ça nous indique pas que la véritable définition du luxe moderne en voyage a fondamentalement changé? C'est une très bonne réflexion. Peut-être que le luxe du 21e siècle, c'est plus l'abondance d'activités artificielles pour combler chaque seconde de la journée. C'est peut-être tout simplement le privilège d'avoir le temps et l'espace nécessaires pour savourer l'essentiel sans précipitation. Avoir le temps, c'est le luxe ultime aujourd'hui. C'est assurément une idée à garder en tête au moment de planifier sa prochaine évasion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse. À très bientôt pour une autre exploration de notre monde. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.